Faut-il rationner Internet pour sauver la planète ? La pollution du numérique, c'est un sujet récurrent qui a été remis dans l'actualité par une tribune de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et qui propose justement de rationner Internet. Mais le numérique, est-ce que c'est vraiment le gouffre énergétique que l'on présente souvent ? Ou au contraire, est-ce que ça peut aussi protéger la planète ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Pierre Bessac. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, de venir nous voir dans Métadonnées. Alors tu es ingénieur, tu es aussi porte-parole du parti pirate, comme on peut le voir sur ton t-shirt d'ailleurs. Tu es candidat aussi, tu es sur la liste des européennes, oui. Je suis un des porte-parole et un des candidats. Exactement, et tu es un des grands spécialistes en France des sujets de l'écologie et la consommation notamment énergétique du numérique, et c'est vraiment un sujet qui a été au cœur de la tribune de Najat Vallaud-Belkacem. Je vais citer d'ailleurs ce qu'elle disait. Elle disait, elle écrivait plutôt, il y a une urgence numérique comme il y a une urgence climatique. Elle ne consiste pas à envoyer dans l'espace des satellites supplémentaires, mais à débrancher la prise, à éteindre nos écrans et à commencer à revivre enfin. Et sachant qu'elle proposait donc de rationner Internet en donnant un exemple, 3 gigas par semaine pour polluer moins, notamment. Elle parle aussi d'autres sujets. Bon, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, tu veux rationner aussi Internet à 3 gigas par semaine ? Alors, a priori, non. Oui, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne, comme tu l'as compris. Je m'en doutais un peu. Voilà. En fait, on a tout un discours autour de la sobriété aujourd'hui. La sobriété, c'est à la mode dans tous les domaines. Et en fait, on en a tellement parlé et on a tellement pilonné sur l'impact du numérique qui existe, il ne faut pas le nier, qu'on se focalise là-dessus, en fait. Et maintenant, la sobriété est devenue une valeur en soi, c'est-à-dire on ne cherche plus à prouver qu'elle est nécessaire. Au point de vue environnemental, on estime que la question ne se pose même plus. Or, la question se pose. C'est-à-dire qu'on dit toujours le moins et le mieux, quoi. C'est un peu c'est ça. Moins on mange de viande, moins on fait ça, moins on prend sa voiture, et moins, du coup, moins on consomme Internet. Alors, dans certains cas, c'est vrai. On connaît les sur la impacts, viande et la voiture, ils sont manifestes. C'est vrai. Après, il y a aussi une question de démarche personnelle. Il y a des gens qui vont avoir envie d'être sobres par symbole, par principe. Ça peut tout à fait se comprendre. Après, la question, c'est quelles sont les injonctions réalistes et entendables, acceptables, qu'on peut imposer à la société. Donc en matière d'Internet, Internet c'est environ, le numérique en général, c'est environ 10% de la consommation électrique nationale. Ce qui est beaucoup. Ce qui est pas mal. Et on a la chance en France d'avoir une électricité peu carbonée. Donc l'électricité, la production d'électricité représente 12% environ du CO2 émis en usage, donc en énergie. Donc en fait, ça consomme beaucoup d'électricité. On peut a priori s'en douter, mais c'est pas forcément source d'énormément de rejet de CO2. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. En gros, 10% de 12%, ça fait 1,2% à peu près. Alors après, c'est une estimation. Ça peut être 1%, ça peut être 2%, mais on voit qu'on n'est pas dans les 40% comme le fait le transport, par exemple. Le transport, c'est 40%. Donc, il y a des efforts à faire en numérique. D'ailleurs, ils sont, j'allais dire, presque naturels au fil du temps, avec la loi de Moore, les optimisations d'algorithmes. Il y a des choses... Alors, la loi de Moore, c'est de faire en sorte... Alors, c'est une loi... C'était une décision d'une sorte de consortium des industriels des processeurs, notamment chez Intel. Chez Intel, oui. C'est Gordon Moore, du nom de... Moore. Je crois que c'est même l'inventeur du transistor, donc oui, vous savez un peu de quoi il parlait. Et qui était de dire, il faut que tous les 2 ans... Alors ça a varié parce que ça s'est un petit peu ralenti. Mais en gros, avec le progrès on augmente technologique. énormément la puissance pour que dans un même encombrement et à consommation équivalente, on puisse être beaucoup plus puissant. La densité des composants. Exactement. Donc ça permet d'en caser plus sur la même surface. Ça permet de réduire la consommation, sachant qu'après la consommation électrique devient un problème de dissipation de chaleur. Il ne faut pas non plus que les circuits fondent à l'usage. Et en fait, Gordon Moore a dit... vu les progrès d'intégration, parce qu'il a inventé le transistor, après il y a eu le circuit intégré qui est arrivé, vu les progrès d'intégration, en gros, tous les 18 mois, tous les ans, on peut doubler les transistors à surface équivalente sur un circuit électronique. Et c'était une pétition de principe, c'est-à-dire il n'y avait pas de loi physique réelle derrière, c'est une ambition. Une ambition, industrielle, et qui a pu être réalisée pendant plusieurs décennies. Alors maintenant, quand on observe
les graphes qui représentent l'évolution de l'intégration des circuits, ça a tendance à se tasser un petit peu. Ça fait des années qu'on dit, bon, c'est la fin de la loi de Moore, Voilà. c'est la fin de l'optimisation, mais enfin, quand même, quand on voit ce que représentait en 1995 un ordinateur et la puissance, et aujourd'hui ce qu'on a dans un smartphone, bon, on se dit la courbe c'est peut-être un peu aplatie, mais enfin, ça avance toujours. Quoi. Voilà. Alors les fabricants ont quand même trouvé des palliatifs, des façons aussi d'étendre par d'autres biais, en faisant des circuits plus grands, intégrés différemment, comme Apple a pu le faire sur ses machines. Il y a des nouvelles façons d'intégrer tout ça. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la décroissance ou la sobriété en termes de puissance de calcul n'a pas forcément de lien avec la consommation d'énergie, puisque aujourd'hui, une unité de calcul consomme infiniment moins que par le passé. C'est ça. C'est ton raisonnement. Et en fait, même ce qui se passe, c'est que si on observe la croissance, ne serait-ce qu'on peut prendre l'exemple des débits de données. Dans les années 80, il y a eu le Minitel, c'était 1200 bits par seconde. Aujourd'hui, on a la fibre, c'est 1 gigabit par seconde minimum. Maintenant, il y a même plus que ça. Si on refait le calcul, donc c'est un développement exponentiel. Oui. Approximativement, c'est 43% ou 41% de croissance par an pendant 40 ans. Donc effectivement... Et on n'a pas eu 43% par an de consommation d'énergie en plus. Non, parce qu'en fait, tout simplement, on n'aurait pas eu l'énergie suffisante. Si la croissance d'énergie avait été linéaire, directement proportionnelle, évidemment, ça ne serait jamais passé. Donc c'est aussi pour ça que le numérique s'est développé. C'est parce qu'il y a eu des économies considérables au point de vue efficacité et échelle, ce qui lui permet de se développer. Alors justement, moi je me souviens dans les années 2000, les premiers téléchargements de musique, je ne vais pas trop citer la source, mais bon, il n'y a pas tout le système légal qui était en place. Je me souviens que j'ai téléchargé ma première chanson, c'était je crois 3 mégas. J'avais mis toute une nuit pour la télécharger. Bon, bah oui, c'était... pas la DSL. Et aujourd'hui, sur Netflix, je mets 4 secondes en 5G pour télécharger un épisode de 700 mégas. Est-ce qu'en termes justement de consommation d'énergie, aujourd'hui, je sais pas, un fichier de 10 gigas et hier un fichier de 1 méga, est-ce que ça consomme à peu près la même chose ou quand même le 10 gigas consomme quand même beaucoup plus ? Je pense que le 10 gigas consomme même moins. En fait, ça dépend sur quelle référence on se place au niveau temporel. Mais par exemple, on sait que les connexions ADSL consomment plus de courant que la fibre. Pourtant, la fibre est à peu près 100 à 1000 fois plus rapide, y compris en upload. Parce que l'ADSL, c'est le réseau téléphonique qui n'était pas directement conçu pour le numérique. C'est le cuivre. Et donc, c'est ça, c'est le cuivre. Qui est en train d'être démantelé d'ailleurs. Tout à fait, justement, parce que les usages ont chuté, en fait. Quasiment tout s'est transféré sur de la fibre, de l'internet du numérique, et donc on n'a plus vraiment besoin du réseau cuivre, et les autocoms à l'ancienne sont des matériels maintenant relativement anciens qui consomment pas mal de courant. Donc on a tout intérêt à les arrêter parce que ça réduit fortement les consommations électriques. Donc en fait, les usages peuvent progresser avec une efficience qui fait qu'on consomme paradoxalement moins qu'avant. Ah oui. Mais alors... j'allais dire, il y a même une chose à savoir, c'est qu'on voit souvent des graphes d'efficacité énergétique avec l'exponentielle inversée. Enfin, on voit c'est calculé en kilowattheures, par exemple, par gigaoctet. Donc on voit que ça baisse au fil du temps. Et la remarque derrière, c'est de dire, heureusement, l'efficacité énergétique augmente, parce qu'il faut qu'elle continue à augmenter, parce que sinon, avec la croissance exponentielle du volume, on va dépasser les gains qu'on a eus. C'est ce que j'allais dire, parce que depuis le début, c'est vrai que tu me dis, entre 95 et maintenant, en 30 ans, c'est beaucoup plus efficace. N'empêche 40 ans même, oui. Oui, il y a 40 ans, pardon. Même ça, on peut remonter encore. Oui, on peut remonter autant qu'on veut. On peut remonter à l'ENIAC ou aux ordinateurs à tube. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, tu me le disais, tu parlais d'une consommation électrique de 10% pour le numérique. C'est une consommation qui n'existait pas il y a 40 ans. Donc finalement, est-ce que c'est pas aussi une pollution en plus ? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'on n'évaluait pas de manière aussi précise autrefois. On avait beaucoup moins de soucis. Oui, mais c'est un usage qui n'existait pas. Alors, il y a une partie des usages qui n'existaient pas, effectivement, c'est clair. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des usages qui se sont transférés.
sur le numérique, c'est-à-dire la téléphonie, bien sûr, une bonne partie de la vidéo. Oui, la télé. La télévision commence à se transférer sur le numérique. Pourquoi ? Parce que le réseau hertzien télévisé consomme aussi pas mal de courant. Il coûte assez cher à entretenir. Les licences hertziennes, l'espace hertzien est limité, comme on le voit avec les opérateurs mobiles d'ailleurs. C'est un peu le même problématique. Oui, parce que quand on regardait la télé sur sa télé hertzienne, aujourd'hui, on le regarde par la box. C'est mis sur la facture du numérique, entre guillemets. C'est ça. Même par la fibre. Dans les évaluations, par la DSL. Mais littéralement, dans les évaluations du numérique, on inclut maintenant la télévision classique. Donc, quand on entend numérique, on ne pense pas forcément à la télévision classique, mais elle est imputée au poids du numérique. Oui, alors si je poursuis, oui, ok. Alors, il y a la télévision. Bon, je ne sais pas si on regarde. La photo aussi, on n'a plus d'appareil photo, on n'a plus de photo argentique. Photo argentique, c'était quand même des processus chimiques assez brutaux, des impressions éventuellement, donc on fait beaucoup plus de photos, mais elles ont probablement moins d'impact que les quelques photos argentiques qu'on faisait autrefois. Même avec les photos en 4K qu'on stocke. Ah oui, certainement. Oui. Mais quand même, est-ce que en termes des usages au niveau global, que ce soit alors la photo, mais la vidéo, mais les réseaux sociaux, parce que la vidéo, c'est pas la vidéo seulement qu'on va tourner nous sur TikTok, c'est des flux vidéo en permanence, sur YouTube notamment. Donc tout ça, est-ce que quand même, c'est des usages qui n'existaient pas auparavant. Donc quand on dit il y a une pollution en plus et il faut limiter un petit peu la consommation vidéo, est-ce que tu trouves que c'est une idée, entre guillemets, qui n'a aucun sens ? Alors, elle n'a quasiment aucun sens. Pas totalement aucun sens, mais on a un petit peu de consommation électrique liée au codage, décodage des vidéos. Donc, plus la vidéo est en haute résolution, plus le codec... l'affichage va consommer une vidéo en 720p ou en 4K, c'est pas pareil. On parle d'une différence qui n'est même pas celle d'une ampoule basse consommation, en fait. C'est extrêmement faible. Donc, parce qu'on a souvent la différence en volume. Mettons une vidéo en 720p, je sais pas, c'est 0,5 giga par heure. Et en 4K, ça va être 7 gigas par heure. Donc, c'est du x10, par exemple, mais en volume. Mais c'est vrai que le volume n'est pas la consommation électrique. C'est ça. Et on peut... tout à fait. En fait, il y a ce qu'on voit, c'est qu'il y a un saut rhétorique qui est fait, disons. Alors oui, ce que je disais sur l'efficacité énergétique de transmission, ça marche aussi avec le stockage, mais c'est un peu différent. Parce que le stockage, il faut quand même du matériel à fabriquer. Oui. Donc, quand on dit télécharger les vidéos plutôt que de les regarder en streaming, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il va falloir des stockages plus gros, donc plus de matériel. Et pour terminer sur l'efficacité énergétique de transmission, ce qui se passe, c'est que les courbes d'efficacité en fait ne sont pas mesurées directement. On mesure pas directement le kilowattheure par gigaoctet. On regarde le nombre de kilowattheures qu'on a consommé et on regarde le nombre de gigaoctets qu'on a transféré. On fait la division. Ce qui veut dire que en fait, si on augmente le volume qu'on a transféré, qu'on a consommé, l'efficacité énergétique s'améliore mécaniquement par le simple division. Il y a plus de gigas, donc la division, donc 1 giga consomme moins. C'est ça. Donc en fait, les courbes sont trompeuses parce qu'elles donnent une impression de causalité inversée, qu'on va faire 1 giga de plus, on va consommer ça en plus, mais en fait non, puisque le calcul ne se fait pas comme ça. D'accord. Alors comment est-ce qu'on sait ce qu'on consomme ? Qu'on se consomme au niveau électrique ? Bah oui. Alors on peut le savoir, mais alors personne ne le fait. On peut le savoir en mesurant directement sur les équipements. C'est ce qu'on appelle des études bottom-up. Mais c'est beaucoup plus délicat. Ça dépend énormément de la technologie qu'on emploie. Ça évolue tout le temps, évidemment, avec le temps, avec l'amélioration technologique. Et puis en plus, ça ne prend pas en compte les coûts fixes, par contre. Quand j'ai un routeur ou une box, il y a l'étude de l'ARCEP qui est parue hier, un rapport de l'ARCEP qui fait un peu le point sur ces choses-là et qui montre, ça on le savait, mais c'est rarement mis en avant par les partisans de la sobriété sur les usages. La box consomme 95%. Une box utilisée à plein par rapport à une box utilisée à vide, c'est 5% de plus. D'accord, oui. Donc il y a une toute petite variation due au volume de données. Mais en fait, ce qui coûte du courant, c'est d'avoir juste la box allumée. Donc en fait, la question, c'est si on veut économiser du courant là-dessus, il faut éteindre la box. Là, pour le coup, c'est pas une mauvaise idée d'éteindre la box. Alors, on nous le dit souvent, on dit oui, éteindre la box. Là, pour le coup, c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. C'est pas une consommation énorme non plus. C'est une ou deux ampoules basse conso, donc c'est pas colossal. Mais effectivement, c'est pas négligeable. On peut comparer ça à la consommation d'un frigo, donc ce qui est quand même pas rien non plus. Ah oui, oui. Et par contre, ce qui se passe, c'est que la consommation du numérique, essentiellement, c'est de l'effet Joule. C'est-à-dire, on fait, à part quand on charge une batterie ou des choses comme ça, quand on fait tourner un moteur, en général, il n'y en a pas dans le numérique, à part dans certains disques durs. Donc la consommation, essentiellement, quand on a un ordinateur qui consomme 20 watts, ça va être 20 watts de radiateur.
Oui, Voilà. d'accord. Et le calcul là-dedans, il est entre guillemets gratuit. De ventilateur, tu veux dire? Non, c'est 20 watts de chaleur émise. Ah, oui, de chaleur émise, Donc, oui, mais du coup, il faut un ventilateur. alors ça va dépendre oui. de la quantité de chaleur par rapport à la capacité de dissipation de l'équipement. Hein. Il y a des ordinateurs ultra portables moi j'ai un ultra portable. J'ai horreur des ventilateurs, j'aime pas ça. Bah, sur les, sur ça certains, fait du maintenant, bruit. il n'y a plus de. Et effectivement, quand le ventilateur se déclenche dans un ordinateur, quand on entend qu'il accélère, ça veut dire qu'on consomme plus de courant. Et en général, ça va être le processeur qui est en train de bosser. Alors ça peut être de la compression vidéo. C'est indicateur d'une action qui consomme plus d'électricité, donc qui va engendrer plus de chaleur, donc de la chaleur qu'il va falloir dissiper, qu'il va falloir évacuer. Mais alors, cette histoire de rationner Internet, pour revenir quand même au cœur du sujet, là, tu me disais, sur une box, l'ampleur de la consommation, le volume de données consommées, c'est 5% de la consommation. Donc, oui, ça consomme pas grand-chose, quoi. Non, c'est pas grand-chose. Enfin, le volume de données, je parle pas de la box en elle-même, le volume de données consomme pas grand-chose. Non, c'est vraiment très faible. Oui. Et alors, maintenant, on va quand même revenir à la question phare, puisque quand même, il ne faut pas nier que ça représente une part de la pollution non négligeable. Donc du coup, quand on parle de numérique et quand on parle de la pollution du numérique, ça vient d'où essentiellement ? Alors, hors usage, donc, hors électrique, c'est essentiellement la fabrication des matériels. Alors là, c'est un sujet beaucoup plus complexe. J'avoue, je suis pas. Donc c'est nos smartphones, nos box, nos serveurs, tout ça, quoi. Déjà la gravure des circuits imprimés, qui sont des processus extrêmement complexes. Aussi la récupération des matériaux qu'on va utiliser. Bien sûr, l'extraction. Alors il y a tout un tas de ce qu'on appelle les terres rares. C'est-à-dire, évidemment, il y a une histoire de rendement décroissant. Comme en agriculture, en fait, lorsqu'on a voulu des mines de lithium ou des mines de cuivre ou autre, on a commencé par taper là où c'était le plus facile, là où il y avait la meilleure concentration. Après, c'est de plus en plus difficile. Et au fur et à mesure qu'on consomme, qu'on extrait ces matières, on trouve des mines moins efficaces qu'on utilise après. Donc ça veut dire que le coût d'extraction va augmenter et on va devoir manipuler de plus en plus de matériaux bruts, donc de la terre, de la roche ou autre, pour récupérer l'élément qu'on veut. Donc ce qu'on appelle les terres rares, ce sont des métaux qui sont en abondance dans la croûte terrestre, mais qui nécessitent d'extraire des quantités énormes. Donc ça consomme beaucoup, évidemment. Le lithium pour la batterie. Alors le lithium, voilà, il y a puis un certain nombre de métaux plus ou moins difficiles à extraire qui sont dans nos téléphones. Après, c'est souvent pour des éléments relativement secondaires. Alors il y a des choses pour les écrans, il y a des choses pour les capteurs d'accélération qui permettent de savoir dans quel sens on tient le téléphone. Donc il y a différentes choses comme ça, mais qui correspondent vraiment à des parties anecdotiques, entre guillemets. C'est-à-dire mais indispensable. Alors, indispensable, pas forcément. Est-ce que j'ai besoin de savoir dans quel sens le temps l'accéléromètre dans ton téléphone, il est utile. Je sais pas. Oui, enfin, mais il y en a que dans les téléphones. On n'en a pas besoin dans un ordinateur de bureau. Ah oui, bien sûr. Oui, ça dépend des produits, tu veux dire. Et on trouve souvent des palliatifs. Donc, effectivement, il faut être attentif à ça, parce qu'effectivement, une mine, c'est des conditions de travail généralement difficiles. Oui, parce qu'il y a évidemment en plus la problématique des droits humains, du travail des enfants. Absolument, dans certains pays, il y a des conditions de travail extrêmement difficiles dans les mines. Hein. J'avais vu une présentation sur ce qui se passait au Congo. Bien sûr. Voilà, faut en parler aussi. Mais voilà, ce sont des choses qu'il faut arriver à gérer correctement et avec intelligence. Mais donc ça veut dire, en gros... Le silicium, excuse-moi, pour terminer, le silicium par contre, qui sert de base au circuit électronique, est en quantité très abondante. Le problème du silicium, c'est qu'il faut faire des processus pour tenir justement les intégrations énormes de la loi de Moore. Il faut avoir des salles blanches avec très peu de poussière. Plus on veut aller dans du circuit fin, plus il faut des salles avec une extraction de poussière efficace. Et ça coûte extrêmement cher. Les machines qui font ça sont faites par un ASML. Ouais, c'est ça. Alors vraiment, hollandais, c'est une des rares. Alors, je fais une petite incise, mais alors vraiment, si vous avez un moment où vous allez regarder un reportage sur ASML sur YouTube. Donc ASML, c'est les machines qui fabriquent les processeurs. C'est une boîte hollandaise. Et c'est sur la télévision. Vous tapez ASML sur YouTube, il y a un reportage de la télévision hollandaise et on voit justement ces blocs, on dirait des conteneurs blancs. C'est incroyable. Et donc, effectivement, on voit à quel point la moindre poussière peut être catastrophique. Mais aussi, à la fois, cette fameuse loi de Moore
à quel point maintenant ça devient absolument précis. On met plus de puissance dans une petite, C'est ça. dans un petit format. Voilà, c'était une petite insiste parce que comme tu en parles, je voulais vraiment Alors, conseiller ce sujet-là. Pour rebondir là-dessus, il y a aussi le problème de la consommation de l'eau, qui est beaucoup mise en avant maintenant, parce que pour fabriquer les circuits, il faut un petit peu d'eau quand même, et pour refroidir les data centers également, donc les centres de données qui accumulent beaucoup de puissance de calcul, ce qui permet d'avoir en général un traitement plus optimisé que dans des petits data centers par effet d'échelle. Mais il faut quand même, suivant les procédés de refroidissement, il faut quand même utiliser de l'eau pour refroidir et aider à dissiper la chaleur. Donc, en fait, si on revient... Vas-y, termine. Et en fait, on parle souvent de consommation d'eau, mais il y a des chiffres aussi, une façon de présenter les chiffres qui n'est pas toujours très claire, et qui fait qu'on parle de centaines de milliers ou de millions de litres, mais essentiellement, c'est de l'eau qui rentre pure, qui peut venir d'une rivière et qu'on va reverser dans la rivière. Il va y avoir un petit peu de dissipation, il y a un petit peu d'eau qui va partir. Qui ne sera pas polluée particulière? Alors non, a priori non. Elle reste dans un circuit fermé. Avec de l'eau propre, oui. Alors il y a une partie qui reste en circuit fermé et puis une partie qu'on ne pollue pas. Et on peut même mieux, je dirais, ça commence à apparaître, mais on peut utiliser des eaux usées dans certains cas. Donc on n'a pas forcément besoin de gaspiller de l'eau potable et de toute façon on la rejette. Donc la question, c'est un peu comme celle des centrales électriques, notamment nucléaires, mais aussi thermiques en général. C'est que l'eau qu'elles rejettent ne doit pas être trop chaude par rapport au milieu dans lequel on ne veut pas faire cuire les poissons, en gros. Donc il y a des normes assez strictes sur la température de l'eau que les opérateurs d'électricité ou de data center peuvent rejeter. Alors, si on résume, moi j'ai quand même l'impression que ce que tu expliques, c'est que la pollution, elle vient donc du stockage, mais pas de la transmission, pas du transfert. Parce que la fibre, aujourd'hui, on va parler de la fibre parce que l'ADSL, c'est déjà presque du passé. Et finalement, consommer 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, ça n'a pas tellement de sens. Et tu disais, ce qui est important, c'est que si mon film Netflix, il est sur un data center qui n'est pas trop loin et qui reste stocké, c'est mieux de le regarder en streaming plutôt que d'acheter un smartphone avec 512 gigas au lieu de 228, par exemple. Absolument. En fait, c'est plus rentable d'utiliser le cloud. Et de pas, en général, d'économiser du matériel pour privilégier les flux. En fait, l'opérateur de vente de vidéos en ligne va stocker un film pour des centaines de milliers de millions de vues. Mais non, mais parce qu'en fait, je pense que notre esprit, on se dit, un film Netflix, c'est comme un aller-retour en voiture. On se dit, si ça vient et je veux dire, si on nous l'amène, c'est que ça va polluer. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça qui pollue. Ah non, pas du tout. C'est le fait de multiplier les supports de stockage. C'est ça. La pollution, c'est une grande source de pollution, effectivement, avoir besoin de stocker des X copies d'un film qu'on pourrait streamer, ça peut être un problème. En fait, effectivement. le téléphone qui pollue le moins, est-ce que c'est le téléphone qui n'a rien, qui n'a quasiment rien de stocké? Oui, je dirais... À condition d'avoir du réseau, évidemment. Je dirais que c'est... oui, effectivement, le stockage est un... Et alors, en plus, il y a les taxes qui sont prises sur la quantité de stockage qui permettent de rémunérer. Ça, c'est encore un long débat. On a fait un sujet là avec notre ami Marc Ress sur la copie privée. C'est le spécialiste français de la question. On va pas se lancer là-dessus. Mais voilà, il y a tout un tas de raisons pour éviter effectivement d'avoir du matériel avec des surcapacités de stockage. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'avoir des data centers bien optimisés, des smartphones bien optimisés dans le sens où on ne prend pas trop de stockage. Alors après, évidemment, il faut que le réseau soit au rendez-vous, parce que là, ça veut dire qu'on a besoin, si on n'a plus de réseau, on est, entre guillemets, à poil. Oui, alors, effectivement, c'est tout à fait juste. Il y a quand même une bonne raison, mais elle n'est pas environnementale, enfin, elle est très indirectement environnementale. Il y a quand même une bonne raison de réduire, personne ne va s'amuser à transférer à service identique 100 mégas de données, là où 1 méga suffirait. Oui. Alors parfois il y a des sites mal conçus qui le font quand même, mais personne n'y a intérêt parce que ça veut dire que le site va être moins rapide pour l'utilisateur. Littéralement, c'est un problème pour des plateformes comme une plateforme de vente en ligne comme Amazon. Surveille très attentivement les temps de réponse pour l'utilisateur parce qu'il suffit de ils observent à quelques millisecondes près. Il y a un intérêt commercial. Il y a un intérêt commercial de qui pas va dans l'intérêt écologique aussi parfois. C'est ça. Donc là ça converge. Ça c'est la première chose. Et après un site extrêmement lourd, c'est la même problématique que le stockage. En fait, ça va obliger à avoir un téléphone capable de l'absorber. Sur les ordinateurs fixes en général, il y a plus de puissance, mais sauf que ça a tendance à s'inverser. Maintenant, mon téléphone est pratiquement aussi puissant que mon ancien PC. Mais au niveau capacité diverses, c'est exponentiel. Il y a une croissance monstrueuse. Et d'ailleurs, on est en train de changer. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais si on parle d'évolution technologique,
les nouveaux processeurs qui sont les processeurs de smartphones, que ce soit chez Apple ou les Qualcomm, qui sont des processeurs donc, qui ne nécessitent pas, qui émettent très peu de chaleur, qui ne nécessitent pas de refroidissement, qui sont arrivés sur les MacBooks, qui vont arriver sur les ordinateurs. Là aussi, en termes de consommation d'énergie. Alors après, il faut voir quand ils sont créés, est-ce que ça c'est pas plus polluant qu'avant? Mais en tout cas, en termes de consommation d'énergie, on imagine que les PC de demain vont émettre moins qu'aujourd'hui. C'est probable, oui. Après, et puis on voit avec la durée d'autonomie, etc. Après, maintenant, la question, c'est la fabrication de ces processeurs. Oui, alors en plus, ce qu'on peut observer, une chose qui est importante aussi, c'est que de ne pas changer de matériel pour un oui ou pour un non. Alors oui, ça c'est vrai pour les téléphones en particulier, c'est vrai aussi pour les ordinateurs. Mais on peut se rassurer sur les capacités. En fait, les capacités sont tellement importantes maintenant. Il y avait une époque où, tous les 2-3 ans, si on voulait utiliser le nouvel système d'exploitation, typiquement chez Microsoft, c'était un des problèmes avec Windows. Un des problèmes aussi, il y avait un jeu là-dessus presque. Oui, bien sûr. Il fallait changer de PC parce que le Windows 2 ans plus tard était trop gros pour les machines. Les machines. Ouais. Donc en fait, il y a eu tout un jeu de grossissement des systèmes d'exploitation, surtout Windows en fait, pour renouveler les ordinateurs, qui a poussé à changer des ordinateurs. Alors il y a d'autres raisons pour éviter de changer un ordinateur. Il y a aussi des méthodes classiques, des façons classiques. Déjà, quand on a un PC de bureau assemblé, ou même l'intérêt du PC, c'est que c'est devenu tellement standardisé que même maintenant chez Apple, l'immense majorité des composants dans un Mac, à part donc les choses où vraiment Apple a un avantage compétitif sur le processeur, c'est des disques durs standards, des mémoires standards, des ports USB, ou enfin tout un tas de choses qui sont relativement standardisées entre les différents type de matériel. Ce qui veut dire que ça fait baisser les coûts, et ça veut dire aussi qu'au niveau réparabilité, c'est beaucoup mieux. Et typiquement, si on veut aujourd'hui, j'ai des PC qui m'ont duré 15 ans, ou peut-être pas 15 ans, mais 10-15 ans, parce qu'en fait, quand le disque dur est en panne, on change juste le disque dur. Ouais. Quand la machine est vraiment ras la gueule au niveau performance, on rajoute de la mémoire. Quand le disque est mort et pas assez capacitif ou pas assez rapide, on peut mettre des disques plus récents, type SSD, donc du stockage électronique. Donc en fait, il y a tout un tas de palliatifs pour redonner un peu de jeunesse à un ordinateur un peu largué au niveau perf. Après, quand il faut changer le processeur, c'est en général plus compliqué. Mais donc, en fait, on a tout un tas de façons de prolonger la durée de vie du matériel. Puis j'ai l'impression aussi que les puissances des processeurs, maintenant, sont moins suivies par les usages, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend le dernier iPhone ou le dernier ordinateur, notamment quand ce sera des puces, à mon avis, Qualcomm, ou des puces faites pour le smartphone, on a aussi plus de temps devant soi pour atteindre vraiment les limites du processeur, ce qui était peut-être moins le cas avant. Oui, tout à fait. Parce que déjà, ce qui consommait beaucoup de ressources dans les ordinateurs, c'était notamment la vidéo. Il y a une époque où les ordinateurs étaient totalement incapables de gérer de la vidéo. C'était même quand tu parlais de l'époque où on écoutait des MP3 en ligne, quand on voulait transférer un CD en MP3 pour l'écouter sur son baladeur, un CD d'1 heure, ça mettait 2 heures à se ripper. Oui. Aujourd'hui, c'est quasiment instantané. Enfin, ça se fait mieux qu'en temps réel. Ouais. Donc, on voit l'évolution de la puissance des processeurs. En fait, les processeurs d'aujourd'hui sont tellement puissants que on n'a plus les systèmes d'exploitation pour les usages courants n'ont pas besoin. Il n'y a plus de limite en fait. Voilà, donc, on n'a plus besoin de changer de processeur non plus. Pour suivre la croissance des besoins des systèmes d'exploitation. Est-ce que finalement c'est pas ça la meilleure solution? Parce que en fait, d'après ce que je comprends, il y a le matériel, donc il y a les serveurs effectivement, donc bien encoder les fichiers pour limiter l'espace de stockage. Mais tu me disais, l'essentiel, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, notre smartphone, une fois qu'on ouvre la boîte, il a déjà fait l'essentiel de sa pollution. C'est ça. Donc la seule solution... Après, il y a la partie recyclage en fin de vie. Oui, c'est ça, mais la pollution est faite. Donc finalement, la seule solution pour réduire la pollution, c'est d'allonger la durée de vie du smartphone. C'est ça. Je ne vois pas d'autres solutions. Ça se produit. Alors effectivement, c'est un peu comme les PC. D'ailleurs, on peut aussi les réparer. L'élément typique qui s'use dans un smartphone, c'est la batterie. Oui, on peut changer facilement. On peut la changer relativement facilement. J'ai changé celle du mien. Mon téléphone avait 5 ans. La batterie était vraiment mourante. Donc pour 20 €, j'ai changé la batterie. Si on ne veut pas le faire soi-même, ça je l'ai fait moi-même. Si on ne veut pas le faire soi-même, ça coûte 40 € en magasin. Il y a des aides même publiques. On va chez le fabricant chez le fabricant ou dans des magasins de réparation, il y en a dans tous les centres commerciaux pratiquement. Ils vous font ça
au pire une après-midi, souvent ça se fait en 1 heure. Mais alors c'est là où finalement il y a peut-être aussi de l'optimisme à avoir, parce que là pour le coup, je me souviens qu'il y a 5-10 ans, vraiment, on parlait beaucoup de l'obsolescence programmée, même si c'est un terme juridique, etc. On est d'accord. Mais voilà, on accusait beaucoup les grands fabricants. Bon, on va pas se mentir, c'est Apple, Samsung. Et aujourd'hui, ça peut rien avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'iPhone, les mises à jour, mais parce que maintenant ils sont plus puissants, c'est 6 ou 7 ans. Maintenant, Samsung promet quasiment autant. Google promet quasiment autant sur Android pour ses pixels. Et en fait, on a l'impression que là, qu'on va vraiment rallonger la durée de vie grâce notamment au progrès fait sur la puissance des machines et aussi sur l'optimisation du logiciel. Absolument, donc est-ce que finalement c'est pas ça la solution ? Le marché, déjà effectivement les machines... Est-ce que le marché a pas réglé un peu le problème ? Je veux pas faire mon libéral en fait, caricatural, en partie, mais est-ce que le marché a Il y pas a aussi résolu une question partie du de problème ? maturité technologique qui Ouais. fait que maintenant qu'on a des smartphones qui font de la vidéo, c'est un peu pareil. La vidéo, ça a été un peu le couronnement des besoins, au point de vue capacité. Maintenant qu'on a la vidéo, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'un smartphone ? Alors Apple essaie de vendre la 3D, etc. Il y a des téléphones avec un lidar intégré pour faire du scan 3D. Ça peut être des usages intéressants, mais il n'y a pas de... A priori, à ce stade-là, on peut dire que les téléphones sont relativement mûrs et on n'a pas d'incitation à en changer pour gagner quelque chose de plus. D'ailleurs, on en change moins. On en change beaucoup moins. Les ventes, parce ce qu'on qu'on a atteint observe. une maturité, contrairement à ce qu'on entendait avec l'arrivée de la 5G. On dirait, tout le monde va racheter un téléphone. Non, les ventes ont chuté. C'est un des enseignements de l'étude publiée par l'ARCEP, c'est qu'en fait, on nous avait effectivement averti d'un redémarrage du marché des smartphones pour la 5G, pour que les utilisateurs prennent de la 5G. En fait, je dirais pas que tout le monde s'en fiche, mais la 5G, moi je suis encore en 4G, je vois à peine la différence. Je sais même pas ce que la 5G peut m'apporter. Donc les gens ne sont pas stupides au point de dépenser. Alors si, il y a des gens qui veulent absolument le dernier cri, mais c'est une population extrêmement minoritaire. Et puis il y avait de l'idéologie en face. Il y a aussi de l'idéologie. Les moratoires sur la 5G. Oui, tout à fait. Il y avait la volonté il y a une certaine. Déjà, il y avait une incompréhension de la technologie, puis une certaine mouvance un peu technique. Oui, parce que là encore, effectivement, il y a une question d'efficience, mais pour des intérêts économiques, parce que les opérateurs n'ont pas forcément intérêt à ce que ça consomme énormément d'énergie. Oui. Et il y a les consortiums, alors ça se fait au niveau mondial, de toute façon, mais le gigaoctet en 5G est beaucoup moins consommateur que le gigaoctet. Alors, il est moins 4G. Consommateur. Il y a tout un stade d'extension dans le protocole qui permettent d'être beaucoup plus fin au niveau consommation électrique, effectivement. C'est-à-dire qu'on introduit... alors, à la différence de ce qu'on disait sur les box, dans les protocoles nouveaux, on essaye de s'arranger pour que l'émetteur consomme moins lorsqu'il n'émet pas. Donc, on introduit un peu plus de dépendance au volume de données, donc pour éviter de consommer inutilement lorsqu'on ne transmet rien. Ça, c'est la première chose. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérateurs, les usages augmentent et il y a besoin d'optimiser les réseaux. Et donc, la bande hertzienne étant limitée, alors déjà, on a transféré même certaines fréquences de télévision vers les usages de téléphonie mobile. Il y a des attributions d'anciennes fréquences télévisées lorsqu'on est passé à la télévision numérique, qui ont été libérées et récupérées par la téléphonie. Et donc les opérateurs sont en manque de capacité hertzienne. C'est pas un problème environnemental. Et donc on a tout intérêt à désaturer les réseaux mobiles. Et la 5G en fait partie parce qu'elle est plus efficace en transmission. Et donc l'intérêt pour les opérateurs, c'est pas juste de diffuser de la vidéo porno dans les ascenseurs, comme certains ont pu le dire. C'est aussi de désaturer les réseaux 4G et d'avoir... Parce qu'en fait, un réseau saturé, c'est un réseau inutilisable. C'est-à-dire que c'est quasiment binaire. Quand le réseau est à 90%, ça va, et quand il arrive à 100%, c'est pas qu'on peut pas regarder de la vidéo, c'est qu'on peut plus même mettre un tweet. Rien faire. Oui, c'est ça. Même une quantité très faible de données, il faut un quart d'heure pour qu'elle passe. On l'a bien vu. Alors maintenant, justement, avec la 5G, ça a évolué, mais il y a quelques années, quand on est dans un stade, on pouvait plus envoyer le moindre message. Typiquement, c'est en train de changer parce que dans des zones touristiques qui sont très peuplées en été et quasiment vides en hiver, on voit tout de suite qu'en été, quand on veut envoyer un simple message texte, donc vraiment ce qui consomme le moins, on peut y passer des minutes entières, voire des heures, parce que le réseau est tellement par terre, tellement sollicité. Et c'est pas un problème de captation d'antenne. On a les 4 barres sur le téléphone, mais que l'antenne... On capte bien l'antenne, mais l'antenne, elle est sous l'eau, quoi. Donc il y a eu aussi des antennes mobiles qui étaient
raccordé un peu à la One Again, hein, donc derrière il y avait une liaison ADSL parce qu'il n'y avait pas de disponibilité de fibre sur l'emplacement. Là aussi, avec l'extension du réseau fibre, ça, par effet de bord, ça permet aussi, l'extension de la capacité des réseaux fixes permet de gagner aussi en capacité sur les réseaux mobiles. Alors, dernière question, parce qu'on a parlé de la vidéo, effectivement, qui représente une part importante. Bon, mais surtout, effectivement, des produits, des smartphones qui ont consommé. Mais est-ce que tout ce qu'on s'est dit va pas être caduque avec l'intelligence artificielle? Parce que quand on voit l'énergie... Alors déjà, il y a ChatGPT, il y a la photo, Midjourney, Dali, etc. Et puis maintenant, quand on voit les vidéos, notamment par Sora, qui est l'outil vidéo par IA d'OpenAI, ça, on ne sait pas combien ça consomme. Mais est-ce qu'avec l'essor de l'IA, on ne va pas retomber dans une consommation absolument monumentale d'énergie? Alors, le sujet est délicat parce qu'effectivement, l'IA est très consommatrice de calcul, en fait, de temps de calcul, et de matériel aussi, parce qu'il faut des cartes, on utilise souvent des cartes graphiques. Donc, c'est aussi, si Nvidia vaut des fortunes en bourse, c'est pas pour rien. Exactement, c'est parce qu'ils ont été boostés par une offre adaptée à l'IA, donc apprentissage, aussi bien les fabricants les éditeurs de modèles d'IA et que les gens qui les utilisent. Heureusement, alors il y a quand même, donc il faut être attentif à ça, il faut faire attention. Faut voir aussi les usages positifs de l'IA. Je sais que pour du développement informatique, pour avoir un assistant personnel de développement informatique, ça peut être très utile. Donc on peut gagner un temps fou. Donc ça veut dire consommer moins d'électricité pour développer la même chose. Oui, quand on passe 10 minutes en posant une question dans un chat, par rapport à passer une demi-journée, moi faire tourner des programmes pour rien. Il y a des cas sur lesquels j'ai pas de compétences particulières. Je demande de l'aide parfois sur des modules ou des logiciels que je connais pas bien en programmation, des frameworks on appelle ça. Et en 10 minutes, j'ai une réponse... en une minute, j'ai une réponse circonstanciée, quelque chose qui m'aurait pris typiquement une demi-journée en ramant, en faisant des recherches. C'est les fameux transferts de pollution dont tu me parlais au début, ou externalités positives, souvent on parle de ça. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, dans le numérique, ça fait beaucoup plus de choses qu'avant. Ça permet de ne pas prendre sa voiture pour une téléconsultation. Donc, il y a ce que ça consomme en plus, mais il y a évidemment ce que ça évite de consommer. Et donc, sur l'IA... L'hypothèse, ça peut être aussi une hypothèse, c'est de dire que ça consommera beaucoup, mais ça empêchera par ailleurs beaucoup d'autres consommations. Alors oui, il y a plusieurs... Oui, il y a déjà ça. C'est un peu aussi comme le transfert... je suis un peu féru de ferroviaire, mais c'est un peu comme le transfert route-rail pour décarboner du transport de marchandises. Donc le train va consommer un peu plus, mais ce qu'on a évité à la route est une grosse économie. Après, c'est compliqué à gérer le fret ferroviaire, mais c'est une autre affaire. C'est toujours une soustraction, de toute façon. Oui. Il y a une différence. Voilà. Donc en fait, il faut se donner. Il y a des injonctions à la décroissance de tous les secteurs, pareil partout. Mais c'est un peu se limiter justement les possibilités de transfert entre secteurs pour optimiser un petit peu en utilisant les nouvelles technologies. Maintenant, concernant l'IA, il y a aussi des optimisations qui sont faites. Au-delà de la loi de Moore, on sait que la loi de Moore, c'est très sympa. Mais aussi, il y a des optimisations algorithmiques qui en fait, sur la durée, sont souvent beaucoup plus impactantes en économie de ressources que la loi de Moore elle-même. D'accord. Parce qu'on part de très loin. Oui. En IA, on part d'assez loin. Il y a des modèles qui étaient issus de la recherche, où on bourrait de calculs pour arriver à des résultats. Donc il y a eu lorsque ChatGPT est sorti, il y a eu un effet wow, parce qu'on n'avait pas vraiment vu venir une telle qualité. Alors les spécialistes étaient au courant, mais pas le grand public. Monsieur tout le monde, moi-même j'ai été épaté, j'ai été surpris. Je savais qu'il y avait des choses qui se passaient, mais je n'avais pas réalisé la qualité de ce qu'on arrivait à obtenir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu des optimisations colossales. Il y a des développeurs, notamment en logiciel libre, qui ont repris les algorithmes, qui ont repris les modèles et qui se sont dit, moi j'ai un petit Macintosh. J'ai pas les moyens non plus d'avoir un data center à ma disposition avec des cartes graphiques qui valent $10 000 pièce. J'ai pas envie de les payer non plus sur le cloud. Donc je vais optimiser le poids de l'algorithme en le simplifiant un petit peu, en réduisant les quantités de données. En fait, c'est des calculs en nombre flottant, donc ça prend 4 octets, 32 bits ou même plus. Et il y a des réductions. Alors ça
ça induit une légère perte de qualité du calcul du modèle. Mais on arrive à diviser par 10, 100, 1000 l'impact, enfin les ressources nécessaires pour faire tourner un modèle. On peut le faire tourner sur un ordinateur portable maintenant, on peut faire tourner des modèles très corrects. Oui, d'ailleurs c'est ce que fait Google sur Gemini, je ne sais plus comment il s'appelle, le plus léger entre guillemets. Ah, il y a une version... Oui, il y a une version entre guillemets light qui peut tourner en local, notamment sur un smartphone. Ah, génial, mais voilà, on arrive à ce genre de choses, c'est assez extraordinaire. Ce que tu me dis, c'est que sur l'IA, ça consomme énormément, mais on va arriver à quelque chose de très peu gourmand pour 95% des usages, et on gardera le très consommateur en énergie pour les 5% des usages experts. Par exemple, oui, ça peut être une solution. Ce qui se passe aussi, c'est que de toute façon, l'énergie, on ne peut pas la planquer, c'est-à-dire il faut la payer. Quelqu'un va payer la facture. L'économie va aussi régler le problème. Tu veux dire qu'à un moment, si ça consomme trop, ce sera trop cher. C'est la même chose que les opérateurs mobiles. Si un opérateur va pas... on sait que quand on paye 15 € d'abonnement mobile, il n'y aura pas 15 € d'électricité derrière, ni même encore moins 30. Oui. Donc on a déjà des bornes intuitives. Vaut mieux pour l'opérateur. Oui, sinon l'opérateur ne va pas être opérateur longtemps. Donc là, l'IA, ça va être un peu pareil. Donc il y a des modèles gratuits, pseudo-gratuits, qui sont financés par d'autres canaux, comme la publicité typiquement en ce qui concerne Google. Mais même Google essaie de sortir de ce modèle, parce que ça peut être un modèle très compliqué à gérer. Finalement, la facture d'électricité, ça va être ça le à la fin, oui. À la fin, quelqu'un paye le courant consommé. Donc ça, et même les autres ressources. Donc ça nous donne une borne naturelle et ça limite l'expansion irraisonnée de ce genre d'usage s'ils ne sont vraiment pas au carré au point de vue énergétique. Bah écoute, merci beaucoup Pierre d'être venu nous voir dans Métadonnées, nous parler de l'impact écologique du numérique. Pierre Bessac, donc tu es ingénieur, tu es porte-parole du Parti Pirate et puis tu es candidat aussi sur la liste du Parti Pirate. Pour les européennes, très importante pour nous. Voilà, parce que donc c'est en juin évidemment. C'est le 9 juin. Ça va arriver. N'oubliez pas de vous inscrire sur des listes si ce n'est pas fait. Il y a encore le temps, je pense, parce que ça a été considérablement assoupli grâce au numérique, entre autres. Eh ben écoute, bonne campagne et puis merci encore d'être venu nous voir dans Métadonnées. Merci d'avoir suivi cet épisode de Métadonnées. Vous pouvez le retrouver comme tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et puis en vidéo sur la plateforme Tech & Co ou encore sur YouTube. Merci à vous et à très vite.